La pluie tombait en fines gouttes sur les pavés glissants de la rue Mercière, au cœur du vieux Lyon. L'odeur humide de la pierre se mêlait aux senteurs de quenelle qui mijotaient dans les restaurants, aux effluves de vin chaud et de café torréfié. Les néons des brasseries projetaient des éclats rouges et jaunes sur les vitrines, et les reflets tremblotants sur les pavés donnaient l'impression d'une ville qui vivait comme un théâtre nocturne. Chaque ruelle semblait vibrer, chaque goutte d'eau tombant sur les toits ou les pavés résonnait dans le silence de la nuit. L'inspecteur Clément Durand, imperméable collé au corps, avançait d'un pas rapide. Ses bottes éclaboussaient de les flaques, et chaque bruit de goutte sur son chapeau résonnait dans les échos des vieilles ruelles. Depuis son bureau à la préfecture de police du Rhône, il avait reçu un appel alarmant. Un corps avait été découvert dans la cour intérieure du hôtel de Gadagne, ce majestueux bâtiment Renaissance qui abrite aujourd'hui le musée de l'histoire de Lyon. Arrivé sur place, Durand scruta l'endroit. Les lampadaires jetaient une lumière pâle et tremblotante sur les murs de pierre, les gargouilles et sur la fontaine au centre de la cour. Le corps, celui d'un homme d'une quarantaine d'années, gisait près de l'eau. Ses yeux, grands ouverts, reflétaient la lumière des lampadaires et semblaient presque fixer Durand. Son visage était d'une pâleur surnaturelle. Aucun signe de lutte, aucune trace de sang. Un portefeuille ouvert laissait apparaître une carte d'identité. Julien Morel, entrepreneur dans la restauration. La commissaire Sophie Martel, arrivée derrière Durand, s'agenouilla près du corps. Aucune blessure apparente, pas de sang. Sa voix, basse et tendue, trahissait l'inquiétude. Durand hocha la tête. Lyon semblait vivante et pittoresque, mais certaines rues, comme le passage Tiafet, conservèrent des secrets que même les Lyonnais les plus anciens n'osèrent jamais évoquer. Durand remonta les quais de la Saône, ses bottes martelant les pavés humides. Les reflets des ponts et des lampadaires dans l'eau créaient des lignes lumineuses qui semblaient danser sous la pluie. Chaque détail comptait. La position du corps, le moment de la découverte, l'absence de témoins. Tout menait à un rendez-vous mystérieux à la place Bellecour, après 19h, dernier moment où Morel avait été vu vivant. À la Mère Brasier, institution de la gastronomie lyonnaise, Durand interrogea le maître d'hôtel. Julien était nerveux. Il a parlé avec quelqu'un que je n'avais jamais vu. Puis il est parti juste avant la pluie. Durand nota les mots, le ton de la voix, les hésitations. Chaque détail pouvait être un indice crucial. Dans le vieux Lyon, il pénétra ensuite dans le Traboul des Voraces, ce labyrinthe de pierres, d'escaliers et de couloirs voûtés. Le silence était presque total, seulement troublé par le bruit de l'eau tombant du plafond. Derrière une porte dérobée, il trouva un morceau de papier froissé. 12 rue de la Charité, près de l'Opéra de Lyon. L'horloge de l'Opéra sonnait 10h lorsque Durand arriva. Le bâtiment, désert et imposant, semblait surveiller la ville comme un géant endormi. Il entr'ouvrit la porte de service et pénétra dans un mélange d'odeurs de cire, de bois anciens et de poussière. Un léger froissement derrière un rideau, puis une silhouette apparut. C'était Éric Fournier, associé de Morel. Son visage blême, ses yeux écarquillés, trahissaient la peur. « Je ne voulais pas que ça arrive », murmura-t-il. Durand comprit alors que le meurtre de Morel n'était pas un acte isolé. Derrière cette disparition se cachait manipulation, rivalité et secrets profondément enracinés dans la ville. La pluie redoubla d'intensité, tombant en rideaux fins mais incessants sur les toits et les pavés de Lyon. L'odeur de la pierre mouillée, mélangée à celle de la cuisine des brasseries encore ouvertes, emplissait l'air. Durand serra le bras de Fournier. « Vite !» murmura-t-il, la voix basse mais urgente. Les ombres dans les ruelles n'étaient pas que des ombres. Elles bougeaient, se rapprochaient, rapides et silencieuses. Sans hésiter, ils plongèrent dans la traboule de la tour rose, escaladant les marches en colimaçon, leurs bottes glissant sur le bois humide. Les voûtes étroites résonnaient de chaque pas, et chaque goutte d'eau tombant du plafond semblait s'écraser avec plus de force. L'air était froid et moite, saturé de l'odeur de pierre ancienne et de bois humide. Derrière eux, des éclaboussures et des cris étouffés indiquaient que leur poursuivant était proche. Durand connaissait chaque recoin de ces passages secrets,
héritage des siècles passés où ils servaient à fuir et se cacher. Chaque tournant pouvait être un piège. Ils débouchèrent enfin sur rue du Bœuf, évitant de justesse des caisses et palettes empilées devant des ateliers d'artisans endormis. Leurs silhouettes se fondaient dans l'ombre des bâtiments, presque invisibles. Ils atteignirent place de la Baleine, petite place cachée derrière les façades anciennes. L'éclairage y était faible et l'eau des gouttières ruisselait dans les caniveaux. Fournier haletait, les mains crispées sur son manteau trempé. On ne peut pas s'arrêter. Durand balaya les toits du regard. Une silhouette passa brièvement sur un toit, éclairé par un lampadaire orangé. « Suis-moi !» souffla-t-il, le souffle court. Ils grimpèrent par une échelle de secours étroite, collée au mur près de rue des Trois-Maries, les mains engourdies par le froid et l'humidité. De là-haut, Lyon semblait paisible. La Saône reflétait la lumière des lampadaires comme un ruban d'argent liquide, et la basilique de Fourvière dominait la ville, majestueuse et silencieuse. Mais chaque pas, chaque souffle rappelait le danger imminent. Soudain, un cri retentit derrière eux. « Ne les laissez pas passer !» Deux hommes surgissent au bout du toit, silencieux et rapides. Durand attrapa le bras de Fournier. On saute sur la terrasse suivante. Le saut fut risqué. Les tuiles étaient de glissantes, les mains tremblantes, le cœur battant à tout rompre. La peur de tomber dans le vide se mêlait à l'adrénaline. Mais ils atterrirent sur un balcon étroit, haletant mais vivant. Fournier se plia de douleur, mais continua à avancer. Ils descendirent enfin dans la rue des Farges, les pavés luisants collant à leurs chaussures, et se fondirent dans la foule encore animée de Place Bellecour. L'air était saturé de l'odeur de marrons grillés et de café chaud, le brouhaha des conversations et le tintement des tasses créant un mélange étrange de normalité et de tension. Durand plaqua Fournier derrière la statue de Louis XIV, reprenant son souffle. « Il nous faut des réponses », murmura Durand, le regard perçant la foule. Fournier tremblait, ses yeux suivant les silhouettes dansantes des passants. « C'est à cause des contrats. Le développement sur les quais. Morel a touché à des affaires dangereuses. S'il me trouve, ce ne sera pas juste moi. » Durand hocha la tête. Lyon, avec ses traboules, ses ruelles pavées et ses vieilles pierres, gardait ses secrets depuis des siècles. Mais cette nuit, il venait de les effleurer. Le danger était encore partout, tapi dans l'ombre, prêt à surgir à tout moment. La nuit semblait encore plus épaisse alors qu'ils quittaient Place Bellecour, la pluie tombant en rideaux fins sur les pavés et les toits. L'odeur de la pierre mouillée se mêlait à celle des cafés encore ouverts et des fours à pain dans les ruelles adjacentes. Durand savait qu'il ne pouvait pas perdre Fournier maintenant. Chaque traboule, chaque ruelle étroite, chaque passage voûté pouvait cacher un piège. Mais il avait un plan. « Éric, écoute-moi attentivement », dit Durand, sa voix basse mais ferme, les yeux scrutant l'ombre des ruelles. « On va les attirer vers le quai Saint-Antoine. Les quais sont larges et on pourra voir venir les renforts. » Fournier hocha la tête, tremblant mais lucide, la respiration saccadée par la peur et la fatigue. Ils se faufilèrent par le traboul de la cour des Voraces, les murs de pierre humides collant à leurs manteaux, les marches grinçant sous leurs pas rapides. Le cœur de Durand battait à tout rompre. Au loin, deux silhouettes familières apparaissaient sur le pont. Les hommes qui les poursuivaient depuis le pont Bonaparte. « Ils nous suivent », murmura-t-il. « Reste derrière moi. » Leur course les mena le long des quais de la Saône, l'eau noire reflétant les lampadaires comme des rubans d'argent liquide. Durand cria « Là-bas !» et bondit sur une passerelle légèrement surélevée. Fournier le suivit, glissant presque dans l'eau froide. Les poursuivants hésitèrent, et c'était suffisant pour gagner quelques précieuses secondes. Durand sortit son téléphone et appela des renforts. La voix autoritaire des policiers résonna dans l'écho des quais. Les silhouettes ennemies, voyant la sirène approcher, reculèrent. Durand en profita pour rapprocher Fournier contre lui. « Tu vas tenir », souffla-t-il. Il ne s'attendait pas à ce qu'on utilise les quais comme piège. Les renforts arrivèrent enfin, bleus et rouges se reflétant sur les pavés mouillés. Les deux hommes furent encerclés et immobilisés.
Fournier, tremblant et haletant, tomba à genoux, soulagé. Durand observa attentivement les capturés, notant chaque regard, chaque geste. L'un d'eux murmura, presque en hochant la tête. « Ce n'est pas fini. Il reste encore quelqu'un derrière tout ça. » Durand fronça les sourcils. Il savait que Morel avait des ennemis puissants dans le monde de la gastronomie et de l'immobilier lyonnais. La capture des deux hommes était un premier pas, mais le cerveau derrière tout cela, celui qui avait réellement orchestré la disparition de Morel, restait libre. Ils restèrent un moment sur le quai, écoutant le bruit de la pluie et le clapotis de la Saône. Les lampadaires diffusaient une lumière tremblante sur l'eau sombre et les traboules étroites de la Croix-Rousse semblaient murmurer des secrets oubliés. Fournier se tourna vers Durand, encore blême. « Vous pensez qu'il reste quelqu'un d'encore plus dangereux derrière tout ça ?» Durand hocha lentement la tête. « Oui, et je compte bien le trouver. Lyon a ses ombres. Et ce soir, elles ne m'échapperont pas. » Alors qu'ils reprenèrent leur souffle, le silence de la nuit n'était plus paisible. Il était chargé de promesses et de menaces. La ville, avec ses traboules, ses quais et ses ruelles pavées, semblait vivante et attentive, comme si elle suivait chacun de leurs mouvements. Ce soir, Lyon gardait ses secrets, mais Durand savait qu'il approchait de celui qui tirait vraiment les ficelles. Alors que le soleil peinait à percer les nuages au-dessus de la basilique de Fourvière, Durand sentait que l'affaire n'était pas encore close. Les captures sur le quai Saint-Antoine avaient permis de sauver Fournier, mais un détail le tourmentait. Julien Morel n'avait jamais travaillé seul. Les contrats, les rivalités, les menaces, tout indiquait une présence plus sombre, cachée dans les coulisses de Lyon. Durand retourna dans le vieux Lyon, ses pas résonnant sur les pavés humides de la rue du Bœuf, où les galeries d'art ouvraient timidement leurs portes pour le matin. Chaque traboule semblait observer ses mouvements. Chaque pierre paraissait retenir la mémoire des secrets de la ville. Le vent soulevait les feuilles mortes et le froid mordait ses mains malgré ses gants. Il savait qu'il devait trouver la pièce manquante du puzzle, l'homme ou la femme qui avait réellement commandité le meurtre de Morel. Son regard se posa sur un petit café discret à l'angle de la rue Saint-Jean, presque invisible pour le passant pressé. L'endroit n'avait rien de remarquable, mais Durand savait que certains lieux à Lyon recelaient les confidences les plus sombres. Il poussa la porte. L'odeur de café noir, de croissants chauds et de bois ciré se mêlait à celle de la pierre humide. Le silence y était presque religieux, seulement perturbé par le cliquetis des tasses sur les soucoupes. Durand s'installa à une table dans un coin, observant le café et la rue derrière les vitres embuées. Parfois, pour résoudre un mystère à Lyon, il fallait écouter non seulement les témoins, mais aussi les murs eux-mêmes. Chaque fissure dans la pierre, chaque recoin sombre, semblait murmurer des indices que beaucoup ignoraient. Quelque part derrière un rideau légèrement entrouvert, un regard invisible suivait chacun de ses mouvements. Durand le sentit, un frisson lui parcourant l'échine. La partie n'était pas terminée. Lyon gardait encore un secret enfoui dans l'ombre que seule la ténacité d'un inspecteur pouvait révéler. Durand sortit un petit carnet, y notant les pistes, les noms, les lieux et les contrats de Morel. La pluie s'était arrêtée, laissant derrière elle un parfum de pierre mouillée et de feuilles. La ville semblait respirer, paisible, mais Durand savait que cette tranquillité n'était qu'une façade. Il devait descendre plus profondément dans les ténèbres de la ville, là où l'histoire et le crime se confondaient, pour mettre fin à cette nuit de mystère. Une fois dehors, il jeta un dernier regard à la basilique de Fourvière, qui se découpait majestueuse contre le ciel gris. Lyon, avec ses traboules, ses ruelles pavées et ses cours secrètes, semblait silencieuse. Mais elle cachait encore ses ombres, prêtes à surgir pour ceux qui savaient écouter. Et Durand savait qu'il serait là, au cœur de la ville, pour les affronter. La nuit était retombée sur Lyon comme un voile épais. Les lampadaires éclairaient à peine les ruelles du vieux Lyon, et la pluie fine persistante transformait les pavés en miroirs sombres. L'air humide portait le parfum de la pierre, de l'eau stagnante et des cafés fermés, un mélange qui sentait à la fois la ville et le danger imminent. Durand avait passé la journée à suivre les indices, à recouper les informations fournies par Fournier et à étudier les contrats frauduleux de Morel.
Tout le conduisait maintenant vers un quartier que peu de Lyonnais fréquentaient la nuit. Le quartier de la Croix-Rousse, là où les traboules étroites et les escaliers escarpés pouvaient dissimuler n'importe quelle menace. Durand marcha d'un pas rapide, ses bottes éclaboussant les flaques, l'imperméable collé au corps par l'humidité. Le vent soulevait des éclats de feuilles mortes et portait le murmure lointain de la ville. Il connaissait ce quartier. Les murs de briques rouges des immeubles, les cours intérieures silencieuses, les boutiques artisanales fermées, tout parlait d'histoire et de secrets. Mais ce soir, chaque coin semblait vivant, observateur. Son instinct le guida jusqu'à un bâtiment ancien, presque invisible depuis la rue au coin de rue Burdeau. Les volets étaient fermés, mais à travers une fissure, une lumière vacillante révélait une silhouette immobile. Durand sut qu'il avait trouvé celui qui orchestrerait toute l'affaire depuis l'ombre. Un homme influent, mêlé à l'immobilier, à la gastronomie et aux affaires clandestines de Lyon. À peine avait-il franchi la porte qu'une voix froide et mesurée résonna. « Je vous attendais, inspecteur Durand. » Durand leva les yeux. Un homme élégant, impeccablement habillé malgré l'humidité, se tenait dans l'ombre. Ses yeux brillaient d'un éclat calculateur. Son sourire était mesuré. « Qui êtes-vous » demanda Durand, la voix tendue. « Appelons-moi Monsieur Lambert » répondit l'homme calmement. Julien Morel a fait une erreur. Il a cru que la ville pouvait l'ignorer. Mais il n'a jamais compris à qui il avait affaire. Durand sentit la tension monter. Lambert n'avait pas peur. Ses gestes étaient précis, mesurés, chaque mouvement contrôlé. Il avança et posa sur une table en bois un dossier contenant des documents, des photos et les contrats de Morel. « Vous voyez, inspecteur » dit Lambert en tapotant le dossier. Chaque décision de Morel, chaque pas dans ses affaires, tout était observé. Les contrats sur les quais, les collaborations avec certains restaurants prestigieux, il pensait agir dans l'ombre, mais il y a toujours quelqu'un qui voit tout. Durand écouta attentivement, analysant chaque mot, chaque pause. Lambert était le cerveau derrière le meurtre. Il avait manipulé Morel, Fournier et même les hommes qui avaient tenté de les arrêter sur les quais. Soudain, Lambert fit un pas en arrière, comme pour mesurer la réaction de Durand. « Mais je dois admettre, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si persistant. Vous êtes le seul à m'avoir suivi jusque-là. » La colère et l'adrénaline parcoururent Durand. « Vos jeux sont terminés, Lambert. La police est déjà sur le point d'arrêter vos complices. Vous êtes isolé maintenant. » Lambert esquissa un sourire énigmatique. « Peut-être, mais la ville de Lyon a des secrets qui survivront longtemps après nous. » À ce moment précis, les sirènes résonnèrent dans les ruelles de la Croix-Rousse. Les lumières bleues et rouges se reflétaient sur les murs de briques et les pavés humides. Lambert jeta un dernier regard à Durand, puis fit un geste subtil, comme pour s'échapper. Mais avant qu'il ne puisse fuir, 2 agents le saisirent. Son visage resta calme, presque satisfait, comme s'il savait que ce n'était qu'un acte parmi d'autres dans un jeu plus vaste. Durand, enfin soulagé, regarda autour de lui. La ville semblait respirer. Les traboules, les ruelles étroites, les quais et les bâtiments anciens. Tout avait joué un rôle dans cette nuit de mystère. Mais ce soir, il avait triomphé. Julien Morel, malgré sa fin tragique, avait reçu justice. La ville de Lyon, silencieuse et majestueuse, retrouvait son calme. Du moins pour un temps. Alors que Durand marchait le long des quais de la Saône, l'air humide sur son visage, il repensa à ce que Lambert avait dit. Lyon gardait ses secrets, mais tant qu'il serait là pour écouter, pour suivre les indices, la vérité finirait toujours par surgir, même dans l'ombre la plus profonde. Les pavés luisants, les ponts silencieux et les traboules sombres avaient encore tant d'histoires à raconter, et Durand savait qu'il serait là pour les entendre.